Bonjour et bienvenue à votre magazine. Les guerres à l'Est, les négociations au point mort, le M23 exige l'autonomie du Kivu. Le processus de médiation en cours à Doha entre les autorités congolaises et les groupes armés, notamment le M23, est aujourd'hui dans l'impasse. Selon plusieurs sources proches du dossier, les négociations n'avancent guère. Au cœur du blocage, les exigences jugées excessives formulées par le mouvement rebelle, qui réclame l'autonomie politique des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, assortie d'une période de transition de 8 ans destinée à préparer un éventuel passage au fédéralisme. Ces revendications sont fermement rejetées par Kinshasa, qui y voit une tentative de balkanisation du territoire national. Pour le gouvernement congolais, il est hors de question d'accorder un statut spécial à un groupe armé encore actif sur le terrain, sans respect préalable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Du côté des médiateurs, l'ambiance est morose. Plusieurs diplomates engagés dans le dialogue font état d'un climat tendu, alimenté par les attaques mutuelles, les violations du cessez-le-feu et la méfiance croissante entre les parties. Le processus est à bout de souffle, confie un observateur régional sous couvert d'anonymat. L'impasse diplomatique est aggravée par le silence troublant de certaines figures majeures de la scène politique congolaise. Dans un récent discours très attendu, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, n'a émis aucune condamnation claire de l'occupation du Nord Kivu et du Sud Kivu par le M23, ni des massacres attribués aux forces alliées à Corneille-Nangaa lors de la prise de ces territoires. Pour une partie de l'opinion congolaise, ce silence équivaut à un soutien tacite, ou du moins à une stratégie d'ambiguïté politique. À Goma et Bukavu, nombreux sont ceux qui dénoncent une posture irresponsable, voire complice, au regard des souffrances endurées par les populations civiles. Une tentative de légitimation du contrôle territorial par la communication. La publication, ce 25 mai 2025, d'un communiqué officiel de l'Alliance Fleuve Congo, AFC/M23, vient éclairer davantage les intentions du mouvement. Dans ce document, l'organisation rejette les accusations de violence, ni les exactions documentées à Goma, et accuse le régime de Kinshasa et la MONUSCO d'avoir orchestré une campagne de désinformation. Ce texte présente la prise de Goma comme une libération et affirme que le mouvement a rétabli l'ordre et permis le retour des déplacés. Le M23 s'y décrit comme un acteur de stabilité, justifiant ainsi ses revendications d'autonomie. Bien que cette version des faits contraste fortement avec les rapports d'ONG internationales, les témoignages locaux et les images de violence qui ont circulé depuis la chute de la ville. Ce discours de légitimation cherche à influencer les négociations de Doha en posant le M23 non pas comme un simple groupe armé, mais comme un pouvoir alternatif crédible et organisé, capable d'administrer les territoires qu'il occupe. Dans ce contexte, le silence de l'ancien président apparaît comme un facteur d'instabilité supplémentaire, brouillant le message national et affaiblissant la posture de Kinshasa dans les pourparlers. À l'heure où la population attend des réponses claires, cette absence de condamnation résonne comme une déconnexion préoccupante entre certains leaders politiques et les réalités du terrain. Les terroristes du M23 AFC refusent le cantonnement que prescrit le processus de Nairobi, Kenya, afin que les combattants illégaux étrangers soient séparés des Congolais autochtones et rapatriés dans leur pays d'origine. Mais ces énergumènes demandent que la République démocratique du Congo puisse procéder au brassage et au mixage de plus de 80 000 militaires aux origines étrangères et douteuses, mais à la morphologie typique Tutsi qui serait, selon leur dire, des Congolais. Une thèse que rejettent les experts de la Direction générale des migrations et de l'Agence nationale des renseignements, présents dans la délégation congolaise à Doha, Qatar. En effet, les États-Unis d'Amérique ont mis définitivement fin non seulement aux rencontres de Doha au Qatar, mais aussi à la soi-disant médiation du président du Togo, le franc-maçon Faure Biasingbe, qui n'arrive pas à entreprendre quelque chose de concret avec la présidence de sa médiation. Cependant,
les États-Unis sont désormais inscrits dans une logique de l'imposition de la paix à travers l'accord multilatéral République démocratique du Congo, États-Unis, Rwanda, et vise en ligne de mire surtout contre le génocidaire Paul Kagame, chef de l'État voyou du Rwanda. À cet effet, pour défendre leurs intérêts vitaux, les États-Unis disent clairement au Rwanda ceci: pas de faux pas. Le béton congolais a mis la barre très haute qu'aucune personne physique ou morale ne peut ébranler, puisque l'économie minière congolaise est évaluée à plus de 24 000 milliards de dollars américains. Les avocats d'affaires américains et congolais de l'équipe des négociateurs qui sont mandatés par la République démocratique du Congo auprès du département d'État et de la Maison-Blanche à Washington, D.C., la société américaine Cobalt de Bill Gates, propriétaire de Microsoft, et Jeff Bezos, propriétaire de la société multinationale Amazon, qui viennent d'investir dans l'exploitation industrielle du lithium de Manono, révèle une des clauses fondamentales du plus grand contrat multilatéral. République démocratique du Congo, États-Unis, au Rwanda. L'État voyou du Rwanda a déjà signé sur place à Kigali, Rwanda, un petit accord bilatéral insignifiant États-Unis-Rwanda qui est assorti d'une assistance financière d'environ 4 millions de dollars américains des pas de porte. Dans les mêmes circonstances du temps, le grand accord bilatéral États-Unis, République démocratique du Congo est assorti d'une assistance financière de 500 milliards de dollars des pas de porte et représente une économie financière d'environ 5 000 milliards de dollars pour des investissements massifs américains dans l'exploitation et la transformation des matières premières ultra stratégiques de la République démocratique du Congo. Toujours est-il qu'après la signature du plus grand accord multilatéral de paix, Rwanda, USA, RDC, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, et qui sera placé sous la surveillance étroite du consulat des États-Unis à Goma et de l'ambassade des États-Unis à Kigali et à Kinshasa, il est prévu des représailles dangereuses, notamment contre le bellicisme de l'État voyou du Rwanda, qui entretient les mouvements terroristes les plus violents dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. No bene. Les Congolais devraient savoir que, contrairement à plusieurs pays occidentaux, les États-Unis d'Amérique sont la première économie libérale capitaliste qui ne dispose pas des sociétés d'État, mais uniquement des sociétés multinationales américaines, privées qui travaillent en partenariat public-privé avec l'État et qui sont liées aux intérêts vitaux américains, à sa fiscalité et au fait que l'État fédéral bénéficie en retour de la protection militaire internationale des États-Unis d'Amérique. En effet, les responsables de la société d'avocats d'affaires américains brisent les mensonges caricaturaux qui entourent l'accord bilatéral. États-Unis, République démocratique du Congo, et mettent ouvertement en garde non seulement l'État voyou du Rwanda du génocidaire Paul Kagame, mais aussi et surtout le mercenaire Tutsi rwandais dénommé Joseph Kabila, né Hippolyte Kanambe Kazemberer et certains pseudo-opposants congolais. Que se passera-t-il si Kagame signe la paix et se rétracte plus tard? Réponse cinglante des États-Unis. Si Kagame viole les accords après signature, il s'exposerait à des sanctions sévères et immédiates, d'une ampleur jamais vue contre le Rwanda. En 24 heures seulement, son régime serait paralysé. En français facile, en 24 heures seulement, lui, Paul Kagame, sera physiquement atteint et son régime politique cessera d'exister.